un petit peu plus d'expérience. Vous revenez, vous revenez ici, donc à Pessac en tout cas, où nous sommes très heureux et très honorés de vous accueillir pour nous faire partager sans doute des éléments contenus dans votre livre, mais également tout ce qui peut alimenter l'actualité et puis votre pensée, votre réflexion avec comme sparring partner Monsieur Jean Petot. Sparring partner, oui, c'est la boxe. Je vois, c'est la boxe, mais en tout cas, ce sera un échange. C'est comme ça qu'il faut le voir. Exactement. Bien, j'en dis pas plus. Merci encore hein, et à très bientôt. Donc bonsoir, hein, Georges Fenech. Alors le sous-titre, on va effectivement parler de votre livre, et puis après on va comment on dit dézoomer hein, et élargir la réflexion. Je vais vous présenter quand même un petit peu plus précisément que ce que Monsieur le maire a fait. Le sous-titre de votre livre, c'est la responsabilité des juges et des politiques. C'est le sous-titre qui est important. Alors, oui, c'est comme ça que j'ai commencé par le sous-titre, hein, voilà. Alors, c'est aussi important parce que vous avez été un juge et puis vous avez été aussi un politique, comme on dit, avec des guillemets. Monsieur le maire l'a dit, vous avez été, moi je vais préciser, hein, vous avez été admis à l'école nationale de magistrature à Bordeaux en 1978. C'est en 2012, si mes informations sont bonnes, que vous quittez, comme on dit, l'état de magistrat. Je sais pas si l'information est juste. Vous avez été aussi un politique puisque État de magistrat en 2002. Oui, mais vous êtes présenté aux législatives. Voilà. Alors vous avez siégé sous l'étiquette UMP puis LR au total 10 ans et quelques mois à l'Assemblée nationale entre 2002 donc et 2017. Avec une interruption donc entre 2008 et 2012. J'ai présidé la Mivilude. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez donc présidé la mission. Alors c'est un nom qui est connu, hein, mais la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Mivilude. Voilà. Et puis vous avez aussi, et on le verra, parce que vous êtes connu, vous avez présidé une association, dans l'occasion d'en parler, l'association professionnelle des magistrats. Ouais. Et puis également, alors ça c'est pour les plus anciens, moi je me souviens de vous, c'est pour vous dire que je suis quand même âgé. Vous étiez assez souvent dans l'émission de Michel Pollack. J'ai jamais été dans l'émission de Michel Pollack. Alors c'était une autre. Alors là, je vous laisse à votre époque émission, parce que c'était une autre émission. Alors, mais vous étiez jeune magistrat, je me souviens, et c'était. Moi, les premières émissions que j'ai faites, c'était des émissions très ludiques. Je me rappelle, j'étais terrorisé. C'était avec Christophe de Chavannes. Et ça s'appelait Ciel Montmardi. C'était mes premières émissions. Assez chahuté d'ailleurs. Très chahuté. Oui. Très chahuté. Bon. Donc allons-y, hein, laissons tomber Michel Pollack oui. Et quand même quelques mots sur l'ouverture de votre livre parce que c'est en mémoire de certain nombre de personnalités, on va dire. D'autant que votre avant-propos dit « En tant que moi-même jugé politique », on revient à votre sous-titre, « je prends ma part de responsabilité pour n'avoir pas réussi à réveiller les torpeurs, ni suffisamment dénoncer les utopies des militants de l'abolition de la prison et des frontières, de n'avoir pas débusqué les beaux esprits toujours prêts à excuser l'inexcusable. Je nous accuse, juges et politiques, d'impuissance coupable et de non-assistance à France en danger. » Alors, quand vous dites en mémoire, c'est en mémoire de l'innocence en danger, des femmes en danger, de l'enfance en danger, de l'autorité en danger. Le début de votre livre est sombre. Tout le livre est sombre, oui, malheureusement. C'est un constat. Je peux répondre. Ah, allez-y. Bon, donc d'abord, je salue vraiment. Je suis très très impressionné par le nombre de participants ce soir, ce qui me réconforte. Ça veut dire donc que d'une part, vous êtes avec votre mère et vous suivez effectivement ces entretiens de Pessac. J'ai vu des illustres prédécesseurs qui ont animé ces entretiens. Et je m'honore vraiment d'avoir été invité, cher Franck, à cette soirée qui se veut interactive. Hein. Je suis pas là pour faire un discours magistral, ça serait ennuyeux, mais je suis là pour vous donner un petit peu de mon expérience
et puis de répondre, si vous le permettez aussi. Alors, je pense qu'il y aura quelques questions. J'aime bien les questions aussi. Donc c'est pas un livre c'est pas un essai que j'ai écrit là. J'ai pas voulu écrire un essai de plus sur la sécurité. J'en ai écrit déjà. Il y en a beaucoup d'autres qui connaissent ces sujets aussi parfaitement. J'ai voulu apporter un témoignage. Donc c'est un livre témoignage de ce que j'ai vécu au fond. De ce que j'ai vécu, à commencer par justement Bordeaux, l'École nationale de la magistrature. Et donc je raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'y ai fait. Et puis dans les juridictions. Et puis effectivement ensuite au Parlement. Pour dire quoi, au fond, la matrice de tout cela, c'est la criminalité, le crime, l'insécurité de manière générale. Je considère que ça n'est pas une fatalité. Je considère que il y a des causes qui sont parfaitement identifiables. Et quand on dit qu'il y a des causes, il y a aussi des responsables. C'est pour ça que j'ai sous-titré la responsabilité des juges et des politiques, et j'y ai pris effectivement toute ma part, puisque j'ai exercé cette fonction de magistrat, et j'ai exercé et j'ai rempli un mandat, 2 mandats, un peu plus même, de député. Donc c'est ça l'idée, le fil conducteur. Comment on en est arrivé là? Ouais. Et pour moi, pardon, je vais peut-être heurter d'autres sensibilités que la mienne, mais on est là pour se parler et pour se dire les choses, et je crois que c'est sans acrimonie vis-à-vis de personne, mais c'est des constats que je fais. Tout a commencé par, je crois vraiment, je suis convaincu de cela, par une forme de démission de la justice face au crime. Voilà. Quand j'arrive à l'école, c'était en 1978, effectivement, je découvre Bordeaux et sa région, j'arrive de Lyon, et je découvre une école un peu surprenante, je m'attendais pas du tout à ça. C'était des discours tout à fait surprenants, quoi. Et des invités assez curieux qui venaient nous faire part de leur expérience dans l'amphithéâtre sur le fort du Ha, donc. Et en gros, on nous expliquait déjà, on voulait nous expliquer et faire admettre que en réalité, le criminel, c'est d'abord lui la victime. C'est d'abord lui la victime. C'est la première des victimes. La victime de nos discriminations sociales, ethniques, économiques, et le clandestin, l'immigré clandestin, il a une créance sur nous du fait que nous sommes un ancien empire colonial et que donc il peut nous réclamer des comptes et donc il a le droit de rentrer comme il le veut. On nous expliquait ça en gros. Voilà. Mais ce que je vous dis, c'est pas une caricature, hein. C'est une vision parfaitement élaborée par des gens très instruits, très intelligents, qui avaient une véritable pensée. Ils ont développé cette doctrine dite de la défense sociale nouvelle, qui a été importée d'Italie d'ailleurs par un magistrat, Marc Ancel, et qui va diffuser dans toutes les juridictions, à commencer par l'école. Donc là, on est dans les années 70. Oui, parce que au fond, tout est né après 68. Le syndicat de la magistrature. On en parler parce que. Ah oui, on va en parler, bien sûr. Faites-nous un peu l'histoire du. Le syndicat de la magistrature s'est créé précisément le 8 juin 1968. Donc oui, une semaine après la fin des événements de 68. Le syndicalisme n'était pas autorisé dans la justice. Ils se sont créés de fait. Ça a été un coup de force en réalité, qui sera finalement consacré par une jurisprudence du Conseil d'État. C'est ce que vous dites, oui. C'est ça, hein. J'hésite entre Conseil. C'est le Conseil d'État, c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil d'État. Vous dites bien Conseil d'État, oui. Qui a reçu 2-3 ans plus tard, vous dites. Qui a reçu 2-3 ans plus tard une constitution de ce syndicat dans un procès en cours, l'affaire Ortega. C'est ça, hein. Oui. Et donc, de fait, le syndicalisme est né
proprio mutu, comme on dit, de fait, et validé par une décision du Conseil d'État. Et tout a démarré là. Hein. Moi, j'arrive en 78, donc on est encore, le syndicat est encore, je dirais, dans les starting blocks, hein, sur pied de guerre. On attend l'alternance. Parce que là, en 78, on est encore sous des gouvernements de droit. Il n'y a jamais eu d'alternance. C'est Alain Perfit qui est garde des Sceaux. C'est une politique pénale solide, ferme. La loi dite sécurité-liberté, etc., etc. Et puis, divine surprise, 1981, la gauche arrive au pouvoir. Et donc là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire avec Robert Badinter, place Vendôme. Et donc la théorie de la défense sociale nouvelle, qui est une vision matérialiste du crime, en fait, c'est une vision marxisante, consiste à dire que le crime est un sous-produit de la misère. Et donc, à partir du moment où vous luttez contre les causes de la misère, vous allez faire disparaître le crime. Bon, c'est un petit peu ce que dit aussi Victor Hugo, quand même. Les Misérables. Mais c'est encore une autre époque, un autre contexte. C'est difficile. Il y en a un qui l'a dit aussi, mais qui s'en est mordu les doigts. C'est Lionel Jospin, qui dira « J'ai péché par angélisme, j'ai cru qu'en faisant reculer la misère, je ferais reculer la délinquance. » C'est tout le contraire, en réalité. Je m'en expliquerai là-dessus. Oui, parce que vous le dites dans le livre. C'est ça. Et donc, voilà des bataillons de juges frais et moulus de cette école de la magistrature, inspirés par un rôle messianique. Le juge va refaire et redessiner la société à son image. Il va donc faire pencher la balance un peu d'un côté. C'est une vision, comme ils disent, capétienne de la justice, avec une harangue que j'ai repris in extenso dans le livre pour la première fois d'un magistrat, paix à son âme aujourd'hui, Oswald Baudot. Un sermon, vous dites. Un sermon sur la montagne. Il retrouve les auditeurs de justice qui viennent de terminer leur scolarité et il leur délivre un sermon sur la montagne à Marseille. Ça s'est passé en 74. Il leur dit ceci. Vous allez rentrer dans une très noble fonction, la fonction de juger. Ne vous gargarisez pas du col. C'est une misérable fonction en réalité, petite fonction. Soyez partiaux. Soyez les défenseurs naturels de l'enfant contre le père, de la femme contre le mari, de l'ouvrier contre le patron, du voleur contre la police, du plaideur contre la justice. Voilà le programme de déconstruction du système répressif français. Et il leur dit aussi dans cette harangue, ne pensez pas toujours à la prison. Si vous arrivez de devoir prononcer une peine de prison, ne la comptez pas en années, ni en mois, ni en jours, ni en heures, ni en minutes. Comptez-les en secondes, comme si c'est vous qui deviez exécuter cette peine. Vous voyez, donc bannissez la prison. Et lors de congrès syndicaux, on a voté d'ailleurs à l'époque, ça votait à tour de bras, l'abolition de toute forme d'emprisonnement, etc. Vous allez me dire, mais M. Fenech, il nous raconte des histoires anciennes, des histoires de jeunesse. Hein, c'était l'époque 68, on y croyait, etc. L'homme est bon, Rousseau, tout ce que vous voudrez. D'accord, c'est vrai que ça a un côté un peu romanesque tout ça. Hein. Moi j'ai failli céder, hein. J'ai pas cédé. On était une poignée, on était mal vus. Hein. On nous avait repérés, ceux qui adhéraient pas au syndicat, on était repérés. Hein. Je me souviens, j'avais ce pauvre collègue de promotion qui s'est suicidé depuis, Jean-Michel Lambert, qui avait instruit l'affaire Grégory, vous vous souvenez. Et on allait faire des balades ensemble, on allait faire des grandes balades, on allait en Dordogne, on se baladait, voilà. On allait respirer un air plus pur, vous voyez, que sur le fort du Hain, parce que là, on était vraiment endoctrinés. Eh bien, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous disiez que ça avait été en quelque sorte un premier fondement, et il y a deux affaires dont vous parlez, enfin deux juges,
le juge Pascal et le juge de Charette. Pardon, je m'en reviens. Alors, vous allez me dire, c'est de l'affaire ancienne. Oui, c'est pour ça que je voulais vous parler de ces deux affaires, parce que elles sont peut-être anciennes, mais elles ont posé aussi des actes là. Vous avez raison de les citer. Mais elles sont pas... En réalité, ça n'a jamais varié depuis cette époque-là. Il suffit d'ailleurs de lire, comme je le fais de temps en temps, la revue du syndicat Magistrature, qui s'appelle l'Essaim, oui, en SM. C'est tout à fait... Ils reprennent régulièrement la fameuse harangue d'Oswald Baudot, qu'ils considèrent toujours d'actualité. Et rappelez-vous, une affaire en particulier, qui s'est déroulée en 2013, donc c'est plus récent, l'affaire dite du mur des cons. Dont vous parlez, oui. Dans le local syndical, place Vendôme, du syndicat Magistrature, où vous avez sur un trombinoscope accroché des têtes de supposés adversaires de la justice, par des juges qui font ça, qui épinglent. Alors qui est Sarkozy, ça n'étonnera personne. Mais vous aviez au milieu de toutes ces personnes épinglées par la justice, Jean-Pierre Escarfaille. Vous voyez qui c'est? Non. Jean-Pierre Escarfaille est le père de Pascal Escarfaille, qui a été à 20 ans la première victime de Guy Georges, c'est-à-dire violé et assassiné. Et donc cet homme, ce père éploré, qui était un grand chef d'entreprise, a tout quitté pour se consacrer en mémoire de sa fille à la lutte contre les tueurs en série. Il a donc créé une association, la PAX, et moi j'avais demandé son aide d'ailleurs quand je faisais un rapport à la demande de Raffarin sur le bracelet électronique. Je trouve que j'ai apporté le bracelet électronique des États-Unis. Et donc c'est un homme admirable qui étudiait les textes, qui nous aidait, etc. Voilà son crime, c'est d'avoir créé cette association. Et donc il s'est retrouvé sur le mur des cons. Vous imaginez la douleur de ce père, de savoir que des juges le considèrent comme cela. Et il y avait aussi un autre père de famille qui était à l'époque le colonel Schmitt, dont la fille Lorraine aussi avait été violée, assassinée dans un RER, dans la région parisienne, voyez-vous. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Comment on peut... Et ça avait provoqué un choc terrible dans l'opinion publique. Et le parquet n'a pas bougé. Madame Taubira, que j'avais interpellée à l'époque dans l'hémicycle, a fait une espèce de renvoi en disant je sais pas mon affaire. Enfin bon, toujours j'ai saisi le CSM, c'était pas la procédure à suivre. Il a fallu que les deux pères de famille se constituent partie civile pour qu'il y ait un procès en injure publique. Et la présidente du syndicat Magistrature a été condamnée. Vous savez à quoi? 500 € d'amende avec sursis. Et dans la foulée, promue, ici d'ailleurs, à la cour d'appel de Bordeaux. Elle a eu une promotion. Donc on vient de pas me dire c'est de l'affaire ancienne. C'est toujours le cas. Et quand vous voyez ces magistrats qui sont à la fête de l'UMA pour critiquer les soi-disant violences policières systémiques, est-ce que c'est la place des juges? Quand vous les voyez défiler dans la rue, aux côtés de clandestins, est-ce que c'est la place des juges? Interrogez-vous. Est-ce que c'est leur rôle que de distribuer des guides du manifestant? Voilà comment vous devez vous comporter si vous êtes arrêté. Guide du prisonnier, etc., etc., etc. Ça n'est plus un acte de juger, c'est un acte de militantisme. C'est un acte politique. Et d'ailleurs, ils le disent très clairement dans leur revue, juger est un acte politique. Il est temps de faire entrer le débat politique dans le prétoire. Comment après vous étonnez qu'il y ait une crise de confiance entre les citoyens et leur justice qui est ainsi politisée? Il faut donc vraiment la mesure qui serait sanitaire, j'ose le mot, dans la justice, c'est d'extirper ce poison vénéneux de l'institution judiciaire, la dépolitiser. Alors, faire en sorte que le juge soit véritablement indépendant de toute idéologie. Non, vous proposez d'ailleurs même clairement dans le livre de supprimer, enfin d'interdire les syndicats effectivement dans la justice. Mais expliquez-moi pourquoi alors, après le syndicat de la magistrature est apparu l'union syndicale des magistrats, qui est le syndicat qui encore aujourd'hui aux élections
au Conseil supérieur de la magistrature ou aux élections à ce qu'on appelle, c'est peut-être pas le terme exact, mais les commissions d'avancement. Oui, c'est ça, c'est la commission d'avancement. Et majoritaire. Et vous-même, vous avez créé l'association. Alors, en disant bien, on n'a pas voulu l'appeler syndicat, on l'a appelé association volontairement. Oui. Et qui a aujourd'hui, je crois, une section FO de la magistrature. Parce que la mienne, elle a été liquidée. Oui, voilà, aussi. Oui, voilà. Elle a été proprement liquidée. Alors, est-ce qu'il faut impérativement, je vais dire, s'interdire de se constituer, de se regrouper dans la magistrature? Non, mais est-ce que vous l'avez fait, vous? Moi, je l'ai fait pour réagir à cette politique mise en place par Robert Badinter, que par ailleurs j'estimais à titre personnel. Hein, c'est un grand avocat, voilà, il a aboli la peine de mort, on connaît son parcours, voilà. Mais il n'en demeure pas moins que son arrivée place Vendôme a permis à cette idéologie de prendre le pouvoir, et lui-même en était convaincu. Il avait convaincu François Mitterrand également. Alors François Mitterrand, qui n'est pas votre ami, il dit quand même, en 94, méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Vous le citez? Ben oui, mais ça c'est en 94. Oui. En 81, il n'avait pas venir le coup. Hein. Après, quand il y a eu les grandes affaires politico-financières, qui le touchaient de très près, hein, l'affaire Urbain et toutes ces grandes affaires politico-financières où son trésorier Henri Manueli avait été condamné, rendu inéligible, enfin, par faire toute l'histoire. Et l'affaire qui était traitée par le juge Jean-Pierre, paix à son âme, le juge Van Riebeeck, paix à son âme aussi, qui est décédé maintenant. Et donc, en 94, il se rend compte effectivement que les juges ont franchi une ligne, quoi. Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est pas un fantasme, le gouvernement des juges. Je voudrais quand même un peu nuancer ce propos. Il se trouve que quand j'étais juge d'instruction à Lyon, par le hasard, hein, des permanences et tout, j'ai découvert et mis à jour la toute première affaire de financement illégal d'un parti politique, qui a donné lieu à la première loi d'auto-amnistie en 1988 sous Jospin. C'est pour vous dire. Et je pense que cette avancée conquérante des juges, notamment des juges d'instruction, a permis plus de transparence et plus de moralisation dans la vie publique. Ça n'a pas été négatif, bien au contraire. On est bien d'accord. Qu'on se trompe pas dans mon discours. Je vous laisse là. Je suis pas là pour protéger des turpitudes ou quoi que ce soit. Les juges, au détriment de leur carrière, j'en ai fait aussi les frais, au détriment de leur carrière, Jean-Pierre a fait aussi litière de sa carrière, Van Riebeeck a terminé conseiller à la cour d'appel, alors que ses collègues de promotion ont terminé premier président ou autre. Donc on était un peu les sacrifiés, mais il fallait le faire. Donc les juges ont gagné leur indépendance, voyez-vous. Mais pour autant, on est tombé dans un excès inverse après. Après, c'était devenu des hécatombes, quoi, des hécatombes. Combien sont tombés pour rien, qui ont bénéficié ensuite de non-lieu, mais c'était trop tard. Et regardez l'immixtion aujourd'hui, maintenant des juges pendant les campagnes présidentielles, dernière en date, hein, les réquisitions contre Marine Le Pen. On vous interdit de vous présenter. C'était inimaginable, il y a une époque, de prononcer des réquisitions comme ça, voyez-vous. Il y a eu l'affaire Fillon, on s'en souvient, et d'autres, bien sûr. Donc, il y a un excès inverse. Oui, est-ce qu'il est faux de dire que les politiques, parce que vous pointez bien la relation assez compliquée entre juges et politiques, hein. Et c'est vraiment intéressant parce que vous évoquez même la problématique de la séparation des pouvoirs. On va peut-être y revenir, hein, entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, avec ce que dit Montesquieu, qui est quand même, ici on est au pays de Montesquieu, donc on est sensible à cela, hein. Mais est-ce qu'on peut dire aussi quelque part que les politiques ont eux-mêmes renforcé les dispositions législatives? Quand certains juges disent on applique tout simplement la loi que les politiques ont votée à l'unanimité. Qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est vrai, parce que si vous voulez, les politiques ont tellement eu peur de cette montée en puissance des juges qu'ils ont voulu, chacun à leur tour, chaque quinquennat et tout, montrer leur volonté de transparence, de lutter contre la corruption,
Donc chacun a mis sa petite pierre. Les dernières en date, ça a été quand même François Hollande, qui a créé la haute autorité de la transparence et de la vie publique. C'est un sacré machin, ça. Hein. Suite à l'affaire Cahuzac. Suite à l'affaire Cahuzac. Qui était quand même pas une petite affaire non plus, quand même. 7 ans que je ne suis plus député. Ouais. J'ai terminé en 2017. Je relève toujours de la haute autorité à vie, quoi. On me demande chaque fois qu'est-ce que vous faites pas, vos comptes, vos biens, vos machins. Donc voilà, on est fliqué à vie quand on fait de la politique aujourd'hui. Et ça décourage, attention, hein, ça décourage beaucoup les politiques. Hein. Vous dites que quand vous vous êtes présenté dans la 11e circonscription du Rhône, pour la première fois la circonscription de Givors, là où vos parents avaient un petit restaurant, en arrivant de Tunisie, on en parlera de votre enfance parce que c'est très touchant. Il a vraiment bien le vivre, c'est formidable. Mais non, attendez, je fais pas non plus, c'est pas mais vous dites, quand je suis arrivé, pour l'investiture, ça a été déjà une galère, pardon de le dire comme ça, et puis quand vous êtes élu, vos collègues députés vous voient arriver un peu comme un intrus. Oui. Balladur, vous dites, il a l'œil brillant, pétillant, il me voit, il dit, alors monsieur le juge, il vous appelle comme Chirac, monsieur le juge. Oui, il m'appelait toujours monsieur le juge. Alors Chirac, il avait l'habitude des juges, mais... Et Balladur m'avait demandé, effectivement, alors maintenant que vous êtes là, monsieur Fenech, qui est selon vous l'homme le plus puissant de France? Le politique ou le juge? Avait-il demandé. Et qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, parce que moi je continuais à l'appeler monsieur le Premier ministre, mais qui était redevenu député, je lui ai fait la réponse qu'avait fait Napoléon III dans un jury d'examen en disant, c'était Napoléon III qui interroge un candidat en lui demandant quel est l'homme le plus puissant de France, et le candidat dit vous, sire. Et l'empereur dit non, c'est le juge d'instruction, qui a un pouvoir immédiat sur les gens, voyez-vous. Et à l'époque, il n'y avait pas de juge délégué quand j'étais juge d'instruction, hein, c'est-à-dire qu'on décernait le mandat de dépôt aussi. Hein. On inculpait et on décernait dans la foulée le mandat de dépôt. On n'a pas dissocié les deux. Il n'y avait pas le JLD. Il n'y avait pas le JLD encore à l'époque. Je l'ai connu, mais quand j'ai démarré, il n'y avait pas encore le JLD. C'est en 2000, avec la loi Guigou, qu'il y a eu la création du JLD. Donc c'est vrai que j'étais une partie de ma carrière magistrat et l'autre partie politique. Alors certains pourraient me dire, mais vous critiquez la politisation de la justice, si vous-même vous êtes un juge qui est devenu politique. Oui, c'est vrai. Mais je n'espère jamais avoir appliqué une idéologie quand j'étais magistrat. Quand j'ai décidé de faire de la politique, je me suis mis en disponibilité de la magistrature, 6 mois avant l'élection, et j'ai pris mon indépendance et j'ai été élu, voilà. Mais je ne confondais pas les rôles. C'est ça que... Alors effectivement, à l'Assemblée nationale, on m'a vu arriver d'un œil un peu méfiant. Qu'est-ce qu'il vient faire le juge ici, dans notre Assemblée nationale, voyez-vous? Ça a été difficile pour moi. Vous aviez d'autres collègues magistrats qui étaient dans votre parti politique. On n'était pas nombreux. Alain Marceau. Alain Marceau. Jean-Louis Debré, quand même, qui a présidé l'Assemblée nationale. Oui, que j'ai revu encore cette semaine. Il fait du théâtre maintenant. Oui, c'est vrai. Avec beaucoup de succès, d'ailleurs. Oui, on n'était pas nombreux. Hein. Mais ça, vous écrivez aussi, page 155, depuis Mitterrand jusqu'à Macron, les rapports entre le pouvoir et la justice ont toujours été difficiles, quelquefois hostiles, voire franchement belliqueux. Et je tourne la page, je vais y arriver. Je pourrais prendre mon bouquin, ça serait plus simple. Voire franchement belliqueux, comme au temps de Nicolas Sarkozy. Alors, on voit effectivement que les politiques et ceux que vous venez de citer, les présidents de la République, sont soucieux, j'allais dire presque d'échapper aux juges. Est-ce que ça explique cette surpuissance des juges? On est fort que parce que les autres sont faibles, non? Je pense que, comme le dit l'adage, la nature a horreur du vide. Donc quand le politique recule, le juge avance. Et c'est comme ça qu'on a créé toute une sorte tout genre de haute autorité indépendante, très indépendante. Et en fait, c'est un démembrement du pouvoir politique. Pour moi, le seul pouvoir, il vient du peuple. C'est le pouvoir, la légitimité, elle vient du suffrage universel. Donc c'est le politique qui a la légitimité et peut ensuite se représenter, être battu, être élu. Donc le juge, lui, n'a pas de légitimité propre.
Il a une légitimité dérivée. Il reçoit la loi, il est la bouche de la loi, il doit l'appliquer. Il ne doit pas la transformer, il ne doit pas se substituer à la loi comme on le voit actuellement. On a fait appel à des traités internationaux pour dire cette loi ne nous plaît pas, etc. Et donc, tous ces juges qui sont apparus non seulement dans l'ordre judiciaire, mais l'Arcom, c'est quoi? C'est une juge qui a failli nous supprimer. Une autorité, savoir, hein, une autorité administrative indépendante. Oui, très indépendante, oui. Très, très indépendante. Surtout, je donne la catégorie juridique. Hein. Oui, très audacieuse pour un certain courant. Pardon, hein. Mais moi je dis les choses aujourd'hui. Hein. Bon, l'Arcom et toutes ces hautes autorités qui existent partout. Maintenant, la haute autorité de transparence de la vie publique, mais on pourrait en égrener, il y en a une centaine, je sais pas combien. Et donc à chaque fois, c'est la CNIL, c'est un démembrement du pouvoir politique qu'on attribue à des gens nommés, qui sont nommés par des hautes autorités politiques. Et je pense que ça n'est pas bon. Je pense qu'il ne faut pas se défausser. Parce que si le politique se défausse de ses responsabilités, effectivement, il y en a d'autres qui iront s'en saisir, et sans avoir de responsabilité. Parce que la vraie question, c'est la responsabilité. Un politique, il est responsable devant ses électeurs. Un juge, il est responsable devant qui? Devant ses pairs. Moi, je fais partie de la commission d'Outreau. Le juge Burgot... Commission parlementaire. Hein. Oui, une commission parlementaire. Bah, il a été jugé par ses pairs, au final, hein. Donc il a eu une simple mutation au parquet de Paris, qui n'était pas une sanction. À ce sujet-là, donc il y a le phénomène de corporatisme. C'est ça que je dénonce, moi. Oui. Le phénomène de corporatisme. Voyez-vous, c'est-à-dire on est entre soi et les procureurs et les juges, puisque c'est le même corps. Il n'y a pas de distinction. On nous dit ah ouais, alors il y a les procureurs d'un côté et les juges de l'autre. Tiens, moi je ne connais qu'un seul corps, le corps des magistrats. Donc vous voyez ce que pèse la défense par rapport à ce couple qui est j'emploie le mot hein, de parquet et du juge. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, vous êtes tous allés dans des salles d'audience, bien sûr, est-ce que vous avez remarqué l'erreur du menuisier? Parce que quand vous rentrez dans une salle d'audience, vous avez le tribunal et à la même hauteur, vous avez le procureur et à côté le juge. Et plus bas, vous avez l'avocat. Pourquoi l'avocat est plus bas que le procureur? Est-ce que l'accusation et la défense ne doivent pas être à égalité d'armes? Mais oui, regardez aux États-Unis. En Grande-Bretagne, vous avez assis le prosécuteur et l'avocat. Et en haut, vous avez votre honneur, le juge. Chez nous, le procureur, il est à côté du juge. Ils sont de la même école, ils se retrouvent dans les mêmes stages, ils se marient souvent entre eux. On est, paraît-il, la profession la plus endogamique de toute la fonction publique. Donc, il y a que nous voulions non, cette consanguinité entre le parquet et le siège. Un jour, on est procureur, un jour, on est juge. Moi, j'ai commencé comme substitut, ensuite, je suis devenu juge, ensuite, je suis redevenu avocat général au parquet. On passe de l'un à l'autre. Au choix. Oui. C'est vous qui choisissez. Ben oui. On choisit et puis on est accepté ou pas après. Mais voilà, moi je rêve d'une clarification des rôles et d'un parquet qui soit véritablement pas éloigné, mais qui soit bien séparé. Alors qu'aujourd'hui, toute la tendance, notamment réclamée par les conférences des procureurs généraux, c'est d'avoir un statut totalement aligné sur les juges du siège. Les parquets ont déjà gagné aussi leur indépendance, contrairement à ce qu'on dit. Hein. Ils ont déjà, puisque Madame Taubira avait interdit les instructions individuelles. Donc, quand on dit le garde des Sceaux, mais le garde des Sceaux, il sert à quoi? Le garde des Sceaux, il peut plus rien dire, il peut plus rien faire, il peut n'accorder aucune instruction individuelle. Il délivre des circulaires de politique générale et on sait ce que c'est qu'une circulaire. Hein. On l'applique mal, on l'applique pas. Donc, on a ainsi des procureurs qui sont un peu des roitelets de la République, chacun dans leur ressort, alors que c'est le procureur de la République, c'est-à-dire une et indivisible. Vous pouvez avoir des disparités de jurisprudence suivant l'idée des procureurs, suivant... voilà, donc je crois que cette erreur du menuisier, il faudra bien un jour ou l'autre la réparer et faire en sorte qu'on rétablisse l'égalité des armes entre l'accusation et la défense.
Alors on en arrive Je aussi. ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette idée. Non, Hein. on On peut ne pas être d'accord. On peut considérer que la parole du procureur, elle est bien plus importante que celle de l'avocat. Moi, je crois pas. Je crois que la parole de la défense, elle doit être prise en compte au même titre que la parole du parquet, qui représente effectivement la société. Quand je vous lis aussi, vous dites l'indépendance de la justice est le véritable cache-sexe de l'irresponsabilité professionnelle des magistrats et elle les met à l'abri de toute récrimination. C'est ce que vous avez dit. Vous dites pour autant, il faut quand même respecter la séparation des pouvoirs. Oui. Et vous citez Montesquieu. Le célèbre extrait de l'Esprit des lois, vous le mettez même en exergue d'une de vos parties, de vos chapitres. Montesquieu dit « Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de la puissance, il appelle ça, exécutrice. Oui. » Donc la tripartition des pouvoirs, chez Montesquieu, vous la remettez pas en cause. La justice. Je vous ai mal lu, je pense. Non. La justice au sens de notre Constitution, la Ve République, qui a été voulue par le général de Gaulle. Vous avez, je crois, titre 1, c'est le pouvoir exécutif, titre 2, le pouvoir législatif. Titre 3, c'est pas le pouvoir judiciaire. C'est l'autorité. C'est l'autorité judiciaire. Et je vous dis, il n'y a qu'un seul pouvoir. Il y a une célèbre conférence de presse du général de Gaulle qui disait il n'y a pas d'autorité qui ne relève du président de la République. Et il cite l'autorité militaire, religieuse, administrative, pas religieuse, l'autorité militaire, administrative, et il dit judiciaire. Tout relève du chef de l'État qui est détenteur de la volonté du peuple qu'il a élu. Hein? Donc, c'est un pouvoir dérivé, celui du juge. C'est un pouvoir tellement important. Il se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de vouloir se confondre ou se prendre pour un législateur. Or, le juge, aujourd'hui, écarte les lois qui ne lui plaisent pas. Mais où il les écarte purement et simplement. C'est nouveau, ça, ou ça? Ça n'a pas toujours été un peu, quand même, une capacité. C'est pas normal. On dit que les juristes sont... Moi, j'ai connu pas mal de juristes universitaires. C'était pas ma discipline. Moi, j'étais pas en droit, mais j'en ai quand même connu pas mal. Les juristes sont pas forcément ceux qui sacralisent le plus le droit. Oui. Ils sont assez capables de jouer sur le droit. On va prendre un exemple concret pour que tout le monde comprenne ce que je dis. L'affaire de l'Ocean Viking. Il faut expliquer ce que c'est quand même. L'Italie refuse d'accueillir ce bateau d'immigrants. Et la France, dans son rôle humanitaire et à juste titre, Gérald Darmanin nous dit nous allons accueillir ce bateau de SOS Méditerranée à Toulon. Et à Toulon, nous allons procéder à l'étude cas par cas. Il y avait à peu près 200 migrants sur ce bateau. Ceux qui peuvent bénéficier du droit d'asile l'auront, mais la très grande majorité sera renvoyée dans leur pays, puisque ce sont des clandestins illégaux, qui ne peuvent pas prétendre à l'exil. Combien d'étrangers de l'Ocean Viking ont-ils été renvoyés dans leur pays? Aucun. Par l'opération du Saint-Esprit. L'opération du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est des juges qui sont arrivés à Toulon et dont on avait besoin de leur signature pour prolonger les rétentions administratives dans les centres de rétention administrative. Mais ils ont prolongé personne, sous différents prétextes. Il manquait une virgule sur le procès-verbal, on n'était pas assez nombreux, on n'a pas le temps, etc. Et tout le monde a été relâché dans la nature. Ça, c'est quoi? Si c'est pas une décision idéologique. Et d'ailleurs, la présidente du syndicat administratif a tout de suite réagi sur des antennes en disant nous n'allions quand même pas être le bras armé du ministre de l'Intérieur, nous les juges. Donc on a défait tout ce qui avait été préparé par le gouvernement. Les juges ont défait. Ça me rappelle, et je l'ai rappelé à Jean-Louis Debré quand je l'ai vu récemment, lui-même était ministre de l'Intérieur en 95, il y avait eu l'affaire, pour ceux qui s'en souviennent, de l'église Saint-Bernard à Paris dans le 18e arrondissement. Pareil, il y avait 200 migrants qui avaient envahi et occupé illégalement l'église Saint-Bernard. Le siège a duré 3 semaines. Et au bout du compte, le ministre de l'Intérieur, donc Jean-Louis Debré, ordonne l'évacuation des compagnies de CRS, violence, ils sont rebelles, etc. On les conduit au centre de rétention administrative à Vincennes. Combien ont été prolongés?
Aucun. Les juges se sont organisés pour tous les relâcher dans la nature. Donc c'est pour vous dire qu'au fond, le dernier mot appartient toujours au juge. C'est comme ça. Quand on a un juge qui exerce son métier en toute indépendance, en toute loyauté par rapport au serment qu'il a prêté, sans faire allégeance à une idéologie, hein, mais quand vous avez, en fait, vous vous rendez compte que quand vous allez comparaître devant un juge, vous allez vous demander quelle couleur politique il a. Il y a des procès, hein, enfin, il y a des politiques importants. Au mois de janvier, il y a une affaire importante qui arrive, hein, le 6 janvier, hein, l'affaire libyenne. Et tout le monde va s'interroger. On s'est déjà interrogé là pour l'affaire concernant les assistants parlementaires. On est obligé, il y a une suspicion, si vous voulez, puisqu'on laisse prospérer un syndicat qui, d'ailleurs, a été qualifié, non pas par moi, mais par Éric Dupond-Moretti, homme de gauche. Il a dit, le syndicat administrateur, ça n'est pas un syndicat de justice, a-t-il dit. Et souvenez-vous, pendant les émeutes de juin de l'année dernière, quand il y a eu tous ces saccages de mairies, d'écoles, de commissariats, etc., où le syndicat administrateur s'est élevé à la fête de l'UMA, précisément en disant, mais vous parlez des émeutiers, mais c'était pas des émeutiers, c'était des révoltés. Les fameuses discriminations sociales. Eh bien, au fond, ils ont eu le dernier mot. C'est toujours le juge qui a le dernier mot. Alors, je vous ai trouvé dur, y compris vis-à-vis de vous-même. Hein. Je vous cite, là encore, page 157, vous reprochez à vos amis politiques, et à vous-même d'ailleurs, d'avoir fort peu changé la justice en 10 ans, entre 2002 et 2012. Et là, la formule est dure. Hein. En définitive, nous étions couchés devant une poignée de révolutionnaires de pacotille, sans autre légité que celle de la réussite à un concours administratif et à une adhésion à un syndicat ouvertement partisan. Et puis juste un peu plus loin, dans la même page, nous redoutions d'être soupçonnés de vouloir amoindrir le pouvoir des juges pour mieux se protéger de nos prétendues turpitudes. J'ai écrit ça, moi? Non, c'est page 157. Bon, enfin non, vous savez très bien que vous avez écrit, mais c'est bien parce que quelque part, vous n'avez pas vraiment de concession vis-à-vis de vous-même. Vous dites que d'une certaine façon, vous avez loupé le coup aussi, non? On a loupé le coup, et vous savez, quand j'ai refait ma campagne en 2017, la perdante, donc, hein, combien de fois j'ai entendu sur les marchés les électeurs qui venaient de me dire, vous deviez pas passer le Karcher. Oh, c'était pas vous, ça, c'était Nicolas Sarkozy, mais. Oui, mais j'appartenais. J'étais sarkozyste, moi. Oui, non, mais je veux dire, la formule est de lui, hein. Elle était pas de vous. Je sais bien, mais vous la repreniez. Un mouvement politique, on venait me reprocher d'être le député d'une formation qui n'a pas tenu ses engagements. Ça, c'est plutôt banal, non? Oui, mais sauf que c'était une réalité, quelque part. On n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait fallu faire déjà à cette époque-là. On en a fait des choses, hein. Je me souviens notamment avec Dominique Perben, Nicolas Sarkozy. On a fait, moi j'étais rapporteur de plusieurs textes, hein, le bracelet électronique, je vous l'ai dit, la rétention de sûreté, vous terminez là-dessus. Alors expliquez-nous, cette rétention de sûreté, c'est votre conclusion, hein. Alors, oui. Qu'est-ce que vous vouliez faire et qu'est-ce qu'il en a été de cette idée? Alors, la rétention de sûreté, c'est parti du constat que un grand criminel, c'est pas parce qu'il a purgé sa peine qu'il ne présente toujours pas un danger pour la société. C'est parti de ce constat, notamment à la suite de violents récidivistes et assassins qui ont récidivé à la sortie de prison. Donc, on s'est dit, il faut tenir compte de l'état dangereux. C'est pas parce qu'un individu a purgé sa peine, donc il a payé sa dette quand même à la société, est-ce qu'on doit pour autant prendre le risque de le relâcher brutalement comme ça, au risque qu'il recommence. D'où l'idée de créer un statut, une rétention, un régime nouveau, rétention de sûreté. Alors je sais que ça peut heurter, je comprends que ça puisse heurter. C'est-à-dire qu'on va placer l'individu une fois qu'il a purgé sa peine, on sort de prison, on le met dans un autre type de structure, médico-socio, judiciaire, mais privé de liberté, sauf qu'à l'intérieur il peut se mouvoir, et il va être examiné régulièrement par un collège d'experts jusqu'au moment où on considérera qu'il ne présente plus d'état dangereux pour la société, et à ce moment-là, on le relâchera véritablement. Alors, vous imaginez la levée de bouclier que j'étais rapporteur avec Rachida Dati qui était ministre,
Et c'était à la demande de Nicolas Sarkozy, effectivement. Je me souviens des levées de boucliers, de Badinter. C'est 2008, hein. Ouais, d'Elisabeth Guigou, en disant, vous jugez les hommes pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. Et ça rappelle les théories eugénistes, vous voyez à quoi on fait référence, etc., etc. Bon, le débat s'est hystérisé. Il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel qui a validé le dispositif, complètement validé. C'est un dispositif qui est connu au Canada, qui est connu aux Pays-Bas, voilà. Mais au final, c'est une grande déception parce que les juges ne l'appliquent pas. Ça ne leur plaît pas, et donc ils ne l'appliquent pas. Donc le jour où, je sais pas moi, Guy Georges sera relâché, aura purgé sa peine. Je crois qu'il a d'ailleurs déjà purgé sa peine en fait. Il est libérable, Guy Georges, vous vous rendez compte. Je pense que Guy Georges, tout le monde l'a en mémoire. C'est pas si vieux que ça. Les années passent, mais on n'oublie pas. Fourniret, qui est mort, on l'oubliera jamais. Guy Holmes, on l'oubliera jamais. Ce sont des gens qui peuvent sortir. Et comme ce sont des psychopathes, donc responsables de leurs actes, mais entièrement soumis à des pulsions tout de même, quand même s'ils ont conscience du mal qu'ils font, ils sont pas fous en réalité. Si on n'a pas ces mesures de sas, je dirais quelque part, voilà, on a voté cette loi et cette loi, elle est malheureusement, elle est pas. Il doit y en avoir peut-être peut-être un ou deux qui sont en rétention de sûreté actuellement, mais c'est tout quoi. Là, on voit, je vais terminer là-dessus, là, on voit que vous êtes aussi un magistrat, que c'est votre métier, j'allais dire presque votre vocation. Vous êtes très attaché à la présomption d'innocence. Ah oui. Et, alors, vous évoquez la jurisprudence Balladur, fameuse jurisprudence Balladur. Oui. Vous expliquerez en deux mots ce que c'était que cette jurisprudence. C'est un terme impropre d'ailleurs. Tout ministre mis un examen doit démissionner. Voilà. Oui, on a appelé ça jurisprudence Balladur, mais c'était les médias qui ont donné le mot jurisprudence. Ouais. C'est pas du tout une jurisprudence. Mais... Ouais. Alors voilà ce que vous dites sur la présomption d'innocence. La pratique de plus en plus courante de la violation par la presse du secret de l'instruction piétine au passage la présomption d'innocence. Mais vous dites, chacun y trouve son compte. Alors, c'est qui chacun? D'abord, le journaliste qui vend son journal. Oui, bon, ça, c'est... Ah oui, oui. Oui, de moins en moins. Il fait son scoop. Il en vend de moins en moins, mais bon. Ouais. Bon. Mais alors, le chacun, il y a d'autres personnes dans le chacun, là, j'ai l'impression. Quelquefois, le juge lui-même. C'est ça, voilà. Ouais, bien sûr. Et pourquoi les juges font ça? Pour déverrouiller quelque chose, pour mettre la pression sur peut-être un peu pour se défendre aussi. Ah oui. D'accusations médiatiques, qu'il n'y a rien dans le dossier ou oui. Ouais. Donc certains peuvent laisser fuiter. Ça peut être les avocats, ça peut être les policiers, ça peut être aussi, et plus rarement, mais ça peut être aussi un magistrat. Il y a prescription, vous l'avez fait? Mais comment? Vous l'avez fait? Ça m'est arrivé une fois. Ah oui. Alors, sans du tout. Mais pour quelle raison alors? C'est une affaire politique. C'était pas une affaire de droit commun. Vous vouliez pas que ça s'étouffe, c'est ça? Mais parce qu'on racontait n'importe quoi. Ah, d'accord. C'est pour ça que moi, je suis pour la levée du secret de l'instruction. Vous voyez? J'ai vraiment une vision très réformiste, moi. Non, vous voulez le lever? Le supprimer. Moi, je veux supprimer ce... Non, j'ai rien à dire. Non, mais je veux dire, c'est une proposition. Si vous me demandez mon avis... Tout le monde aura accès à un dossier. Je vous dis, il faut lever le secret. Il faut abroger ce secret de Polichinelle. D'accord. Voilà. La justice, elle doit être transparente. Elle est rendue au nom du peuple français. Pourquoi il y a toute cette phase qui peut durer des années d'instruction où personne ne sait rien? Vous voyez, alors d'abord l'intéressé peut pas se défendre, les avocats disent ce qu'ils veulent, le juge fait ce qu'il veut dans son cabinet à l'abri des regards. Pourquoi ne pas lever ce secret de l'instruction qui n'existe pas? On est la dernière démocratie à avoir un juge d'instruction, vous le savez, avec les Belges. Ils ont tous supprimé, l'Italie l'a supprimé, l'Allemagne l'a supprimé, les Anglo-Saxons, États-Unis, Grande-Bretagne n'ont jamais connu la fonction de juge d'instruction. C'est très étonnant pour eux, cette fonction de juge d'instruction. Il faudrait, au jour qu'on arrive à se mettre en harmonie avec toutes les autres démocraties européennes, même les juridictions internationales fonctionnent sans juge d'instruction, donc sans secret d'instruction. Vous avez un parquet, pour un système, vous avez le parquet qui fait l'enquête, donc un parquet, une équipe, qui mène l'enquête en toute indépendance. Vous avez la défense qui joue son rôle. Qui peut enquêter. Et le juge qui ordonne les mesures attentatoires à la liberté. Par exemple, une écoute téléphonique,
un contrôle judiciaire, une détention. Comprenez bien, moi j'ai été 10 ans juge d'instruction, vous allez me dire, vous crachez dans la soupe, mais non, mais j'ai bien vu comment on peut abuser de son pouvoir. Je vais faire une perquisition. J'y vais, je saisis des pièces, je reviens dans mon cabinet, j'examine mes preuves, les auditions que j'ai menées, et j'estime qu'elles sont valables. Et donc je décerne mandat de dépôt, je renvoie devant une juridiction. Il n'y a pas une confusion des rôles là? C'est-à-dire que le juge d'instruction est à la fois Maigret et Salomon. C'était une formule de Badinter d'ailleurs. Badinter aussi voulait le supprimer, le juge d'instruction, hein, je vous signale. C'est une fonction schizophrénique. Vous êtes à la fois commissaire et juge quelque part, voyez-vous? Donc il faut scinder tout ça, il faut clarifier notre procédure. Mais il y en a un qui a voulu faire, c'était Nicolas Sarkozy. J'avais un peu poussé là-dessus. Vous voyez ce que ça lui a coûté, hein? Il avait annoncé ça très maladroitement à une rentrée solennelle de la Cour de cassation. Ouais. Il a dit il faut supprimer le juge. Il fallait surtout pas dire ça en plus devant des juges. Il parlait du juge de l'instruction. Il voulait faire le juge de l'instruction. Il aurait dû dire nous allons faire du juge d'instruction un super juge de l'instruction qui va analyser la qualité des preuves et prendre des décisions attentatoires aux libertés individuelles. Mais lui, il est allé, il a dit, on va supprimer les instructions. Alors tout le monde dit, ah oui, il veut se protéger de ses propres affaires, vous connaissez la musique. Mais on y arrivera un jour, je pense qu'on y arrivera un jour. Il y a un passage savoureux, puis on va donner la Alors les juges d'instruction ne sont plus saisis de moins de 1% des affaires aujourd'hui. Hein. C'est vraiment il y a un passage savoureux, et on va donner la parole au public qui vous écoute avec attention. Vous êtes député, et vous êtes reçu à un déjeuner par Jacques Chirac. Vous êtes une dizaine, et à l'ordre du jour, c'est l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Oui. Et puis Chirac fait un tour de table, et puis à un moment il vous dit et qu'en pense monsieur le député, je crois, monsieur le juge, je crois, monsieur le juge. Et là vous emballez, vous êtes un peu ému, c'est la première fois, et vous emballez, et là vous partez dans une sortie, si je puis dire, hein, une tirade, où vous évoquez l'impuissance de la justice, enfin tout. Silence dans les rangs, et Chirac, quand même, vous dites qu'il y a une douzaine d'affaires qui sont accrochées à son paletot, comme on dit. Et il dit, je ne peux pas commenter, monsieur le député, je suis président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est très bon. Ah oui, j'avais jeté un froid dans ce déjeuner, parce que d'abord, moi, j'étais impressionné. C'est la première fois que j'étais à la table du président de la République. C'est toujours impressionnant, on est très fiers en même temps. Et ça se passe que le président a ses petites fiches. Et effectivement, le thème de ce jour-là, c'était, faut-il faire entrer la Turquie dans l'Union européenne? Alors, il y avait unanimité de nous tous pour dire non. Elle avait qu'un qui était pour, c'était Jacques Chirac. Il était pour l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Et donc, il avait ses petites fiches sur chacun des 12 invités. Et il passe. Oui, vous avez quelqu'un Non, c'est mon fiston qui s'en va. Ah. Ne vous inquiétez pas. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Et voilà. Et donc, effectivement, il posait la question à chacun d'entre nous. Et il est arrivé très vite vers moi en disant, et qu'en pense monsieur le juge? Bon, j'étais surpris qu'il m'appelle monsieur le juge. Et donc j'ai dit, monsieur le président, là c'est le culot du timide, hein. Puisque vous interpellez le juge, permettez-moi de vous parler de la justice. Alors c'était pas très protocolaire, parce qu'il y avait un sujet, moi je suis sorti du sujet. Il faut jamais faire ça. Voilà, et je lui dis, on était en pleine affaire d'Outreau. Je dis, mais enfin, comment vous pouvez accepter que dans notre pays, les droits de la défense soient broyés, que des gens soient envoyés en prison innocents, et qu'est-ce que nous attendons pour faire les réformes, etc. Je voyais qu'il m'écoutait, puis il s'enfonçait comme ça sur la dame. Je m'arrête, mais j'ai dû parler au moins 3 minutes sans m'interrompre, hein. Et là, silence glacial. Et tout le monde regarde le président qui redresse un petit peu la tête. Vous comprenez, monsieur juge, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, je ne peux faire aucun commentaire. Au suivant. Et voilà. Et donc, j'ai pas eu ma réponse. Et le lendemain, c'était dans le Canard enchaîné. Alors, il y a quelqu'un d'entre nous qui avait... Ça se trouve, c'est Chirac lui-même qui avait regardé le Canard. Non. Bon. Non, mais et comment j'ai interprété ça? Oui, c'est ça qui est... L'important, là, de l'anecdote, c'est que la crainte de parler de la justice. Ouais. Chirac était effectivement déjà visé par Éric Alphen, vous vous souvenez, toutes les procédures, etc. Donc, il ne pouvait rien dire. Et surtout, et c'est ça aussi mon analyse, puisque j'ai été au Parlement, de voir que les vraies réformes, on les faisait pas pour ne pas indisposer les juges.
On avait tellement peur des réactions des juges si on leur enlevait un petit peu de pouvoir que on touchait pas trop, quoi, à la marge. C'est ma perception que j'ai eue de cette affaire. C'est ce qui donne au livre un caractère très très touchant, très vivant. Et alors il y a d'autres sujets qu'on n'a pas le temps d'aborder. La problématique de la délinquance et de l'immigration. Vous êtes favorable aux statistiques dites ethniques. Hein, vous dites que ça existe dans de nombreux pays et que ça permettrait d'y voir peut-être un peu plus clair sur un certain nombre de choses. Hein. Voilà. Donc et sur là-dessus, si vous permettez. Oui, si on veut. Après, après on va donner la parole Je crois que le grand défi de notre société aujourd'hui, c'est les mineurs et la délinquance des mineurs. C'est ça qui doit nous préoccuper au premier chef. On est resté trop longtemps arc-bouté sur l'ordonnance de 1945, de l'après-guerre. Oui. Il y a des enfants orphelins, les pères ont été tués à la guerre, et donc il fallait s'occuper même des adolescents et des jeunes qui commettaient des chapardages, etc. Et c'était 1945. Hein. Les jeunes de 45, ça n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui qui, à 14 ans, exécutent des contrats pour quelques centaines d'euros à la Kalachnikov. Ça, moi, j'ai jamais vu quand j'étais magistrat. Hein. Jamais. Et donc, il faut se préoccuper de ces mineurs, c'est-à-dire que les interrompre dans leur délinquance dès le premier acte. Ne pas attendre l'irréparable. J'ai été substitut des mineurs. Vous avez un mineur de 13 ans qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour avoir volé un autoradio, par exemple. Je l'ai vécu, ça. Le tribunal lui dit que ça ne se fait pas. On ne vole pas. Il n'y a plus d'autoradio dans les voitures. Bien, voilà. Et en plus, il n'y en a plus maintenant. À l'époque, il y en avait. Et il dit, mais comme c'est la première fois, en guise de sanction, le tribunal te condamne à une admonestation. Le mineur est là, il est debout, mais tu peux rentrer? Je peux partir? Oui, oui. Admonestation, il comprend absolument pas ce que ça veut dire. Il rentre chez lui, et ses petits copains disent, mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Bah, rien. Ensuite, il vole des cyclomoteurs. Et il se fait attraper. Il comparaît devant le même tribunal qui lui dit, mais on t'avait déjà prévenu une première fois, tu n'as pas tenu compte de notre avertissement. Donc cette fois-ci, le tribunal, en guise de sanction, te condamne à une remise à parents. Le gamin, il bouge pas, il attend qu'on lui donne... Qu'est-ce que je fais? Mais tu rentres? Et il rentre chez lui. Et les copains, et alors? Bah rien. Bon. Après, on lui explique que faire le chouf, comme on dit, le guetteur dans les stupes et tout, ça rapporte bien plus que de voler des scooters. Et donc, il se lance dans le trafic il se fait attraper. Donc, il comparaît pour la 3e fois devant le tribunal pour enfants, qui là perd patience. Il dit, mais déjà 2 avertissements, là, cette fois-ci, c'est de la drogue. Cette fois-ci, le tribunal ne plaisante plus et te condamne à une mise en liberté surveillée préjudicielle. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Cela dit, il progresse en procédure pénale au fur et à mesure. Oui, parce qu'il apprend des termes. Et il comprend cette fois qu'il peut rentrer chez lui. Il rentre chez lui. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bah, il arrive, c'est un caïd. Vous vous rendez compte, il a 15 ans. Il a affronté la police et la justice en vainqueur et il continue. Au bout de la 20e fois, le même tribunal, évidemment, perd patience. Et il dit, cette fois-ci, t'as exagéré. Tu n'as tenu compte d'aucun de nos avertissements, et le tribunal, en guise de sanction, te condamne à 1 mois d'emprisonnement, avec sursis. Il rentre chez lui, il revient la 30e fois, sursis avec mise à l'épreuve, et il rentre chez lui, etc. Voilà. Et puis, un jour, il a 18 ans, le mineur, et il commet un crime. Et là, il se retrouve devant une cour d'assises, avec des jurés. Il se trouve que les jurés, ils sont pas passés par l'INM de Bordeaux. On leur a pas expliqué que c'était lui la victime. Et eux, 8 ans. Vous avez le jeune majeur qui s'enfonce dans le box. 8 ans? Je vais faire 8 ans de prison? Mais pourquoi m'a pas prévenu plus tôt? Et je raconte cette anecdote où je me promène sur les quais de Saône, devant mon palais de justice, où je vais souvent, j'aime bien ce quartier, Vieux-Lyon. C'est le soir, hein, il fait beau, c'est l'été. Et j'entends mon nom, monsieur le juge. Moi, je me retourne, un peu sur mes gardes, bien que j'étais plus en fonction, hein, je parle de ça il y a 3 ans. Et là, il y a un homme, une 40aine d'années, de type maghrébin, qui me dit, vous me reconnaissez pas? Je lui dis non. Il dit, monsieur le juge, vous m'avez mis 1 mois en prison. Merci. Il me fait, merci. Je dis, merci, vous me dites merci. Oui. Oui, parce que vous êtes le premier à m'avoir fait comprendre qu'il fallait que j'arrête.
Aujourd'hui, je suis père de famille. J'ai 3 enfants. Je travaille. Merci, monsieur le juge. Et il est parti. Oui. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Impossible de mettre une courte peine d'emprisonnement. Ça n'est plus dans la loi. Le mineur, quand il comparaît devant un tribunal, on ne le sanctionne même plus. C'est la loi de Madame Belloubet qui a été mise en place par Monsieur Dupond-Moretti. C'est-à-dire que le tribunal ne dit même plus admonestation, il n'a pas le droit de le dire. Il renvoie la première affaire pour dire s'il est coupable ou pas. Il renvoie 9 mois plus tard pour analyser quelle éventuellement sanction il pourrait prononcer. Donc vous imaginez, avec le temps qui s'est écoulé, c'est fini. On a créé ce qu'ils appellent la césure du procès pénal. Voyez-vous ? Donc, alors, Attal, quand il est parti, le Premier ministre a dit, j'ai dans mes tiroirs une réforme, on va faire des comparutions immédiates et on va rétablir les courtes peines. Ils l'ont pas fait, que je sache. Voilà. Donc, les mineurs, mon exemple que je vous ai cité tout à l'heure, c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'il va comparaître et à chaque fois, il va être le mineur jusqu'au jour où il devient un très grand criminel. Un mineur, si vous le stoppez pas, il ne s'arrête pas. Au contraire, il le prend pour un encouragement quelque part, voyez-vous. Ça, c'est notre vrai défi. C'est arrêter cette délinquance des mineurs. On va terminer par la citation que vous faites du docteur Maurice Berger, qui est psychiatre, oui. Et qui dit, c'est un spécialiste de la violence chez les jeunes, il dit « La parole, le logos, n'a laissé aucune trace, ce qui aurait peut-être été différent avec le drastéos, l'action efficace. » L'action efficace, lisible, compréhensible. Alors on va donner la parole au public, si vous voulez bien. Je crois qu'on peut applaudir Georges Fenech. Merci. Alors, je crois qu'il y a un micro qui arrive, si vous voulez bien. Merci François. Monsieur qui est là-bas. Allez-y. Bonsoir Monsieur Fenech. Bonsoir. Sami Ben Arfa. Voilà, vous nous avez parlé donc de la dérive liée au dogmatisme et voilà. À une justice parfois sectaire. Et je voulais vous interroger sur un autre phénomène qu'on observe de plus en plus, qui est lié en fait aux réseaux sociaux et au pouvoir, parce que vous avez dit que c'était le peuple qui était juge en définitive, mais bon, je pense qu'on fait tous un distinguo entre le peuple et certaines représentations de la pensée du peuple à travers les réseaux sociaux. Je voulais savoir comment vous appréhendez ce qui est en train de se passer. On voit de plus en plus que certains juges sont soumis à la pression voilà, des médias. On a évoqué les médias, mais là, plus directement, les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus difficile à contrôler, à maîtriser. Donc, comment est-ce que vous interprétez ça et quel impact ça peut avoir selon vous? Et est-ce que vous avez des suggestions, un antidote, quelque chose pour contenir ce phénomène? Merci. Mais c'est avant même l'apparition des réseaux sociaux, la question se posait déjà. C'est-à-dire qu'un juge doit résister aux pressions du moment, qu'elles soient médiatiques ou autres. Le juge ne peut pas s'isoler, bien entendu. C'est aussi un citoyen qui vit dans une société et il entend ce qui se passe. Mais attention, la justice ne doit pas être une justice d'opinion. Hein. Le juge doit être capable de résister effectivement à toutes ces pressions. Qui plus est avec les réseaux sociaux, vous avez raison, aujourd'hui qui ont pris une ampleur considérable. Et la qualité d'un magistrat, c'est de s'extraire de cette pression du moment pour pouvoir garder la tête froide, apprécier les éléments en toute objectivité, sans se soumettre. Moi, j'ai vu des cas où effectivement des magistrats sont tombés sous cette pression-là. Et l'un des exemples, et chacun s'en souvient douloureusement, c'était l'affaire Dominique Baudis, vous vous souvenez? Il vient aux 20h transpirant en disant j'ai rien fait, j'ai pas commis ces viols, etc. Pourquoi il est obligé d'aller aux 20h? Parce que le procureur de Toulouse avait ouvert une information et il reconnaîtra, le procureur, l'avoir ouvert sous la pression médiatique, alors qu'il n'y avait pas lieu de saisir un juge d'instruction. C'est simplement on saisit un juge d'instruction, ça veut dire qu'il y a déjà de la matière, vous voyez. Et il a commis cette erreur, voilà. Donc il faut prendre garde. Moi j'ai fait partie de la commission d'Outreau aussi, je vous l'ai dit. Il y a eu un emballement médiatique qui a fait que toutes ces personnes, 14 ou tout, ont été incarcérées, au moins pour 10 d'entre elles injustement, parce qu'il y a eu une telle pression, voyez-vous.
Donc, il faut être capable de résister. Mais c'est vrai aussi pour un homme politique, pour un maire, pour un député. Il faut pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Il faut être capable de digérer, capable de réfléchir. Faut pas, on dit souvent des lois circonstancielles, par exemple. C'est vrai, des lois réactives. Un fait divers, une loi, un fait divers, ça marche pas. Il faut au contraire stabiliser notre système judiciaire, juridique, politique, municipal. C'est valable pour tout, même pour la presse. Je crois que vous vérifiez vos sources. Vous n'êtes pas à vous précipiter sur les réseaux sociaux et vous faire le porte-parole d'informations qui ne sont pas vérifiées. Ou alors il n'y a plus de journalistes dignes de ce nom, quoi. J'ai même écrit un livre là-dessus, moi, sur les relations entre la presse et la justice. C'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion qu'il fallait lever ce secret de l'instruction, comme dans les pays qui ne connaissent pas l'institution. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Madame, si le micro peut revenir, merci. Ça arrive. Bonsoir. Bonsoir. Après vous avoir remercié, Monsieur Fenech, je vais me permettre de poser une question. Il a été dit que nous sommes ici en Aquitaine dans une terre d'équilibre, sur les terres de Montesquieu, qui écrit dans l'esprit des lois, pardonnez-moi, je n'ai pas la page en tête, vous vous en doutez, pourquoi régler par la loi ce qui peut l'être par les mœurs? Donc, et d'autre part, pour cette raison et beaucoup d'autres, il a été créé dans les entreprises, dans les administrations, dans les mairies, des conciliateurs ou des médiateurs qui permettent justement d'arriver à régler par des entretiens les mœurs au sens de possibilité d'écoute et de dialogue. Donc, où vous parlez du juge qui devient peut-être aléatoire, est-ce que nous sommes sur le chemin de plus de juges et une façon de régler plus aimablement, d'une manière sympathique, cordiale, en faisant tout simplement réfléchir les gens? Oui. Voilà ma question. C'est une excellente question qui mériterait de très longs développements. Mais ô combien vous avez raison. Moi, je suis effectivement pour le recours au juge en dernier lieu. Voyez-vous? D'ailleurs, les Britanniques, ils ont ce qu'ils appellent des magistrates, hein, c'est-à-dire des gens comme vous ici qui servent de médiateurs, en fait. Voilà. Et ça n'est qu'en dernier recours qu'on va saisir le juge. Le juge doit être là pour trancher le conflit lorsqu'on ne peut pas effectivement trouver de solution. Alors, on a quelques formules aujourd'hui. On a des conciliateurs, effectivement, dans les mairies. On a, je sais pas si vous peut-être en avoir à Pessac, certainement. Je suis médiatrice. Ah, bah alors, vous vous cachiez derrière votre... Ah, ben, je comprends encore mieux votre question. Vous défendez votre... Il y a un petit peu conflit d'intérêt, là, non? Ben oui, je suis médiatrice bénévole, monsieur. Mais je blaguais, c'était je me doute. Oui. Non, mais tout ce qu'on appelle le pré-juridictionnel est quand même passionnant, et c'est vrai que c'est insuffisamment développé. Alors, peut-être que les avocats n'y ont peut-être pas forcément intérêt, par exemple. Oui. Mais on a beaucoup trop... D'abord, on a beaucoup trop de lois. Et comme disait, je sais pas si c'est Montesquieu qui disait ça, trop de lois tue la loi. Il disait aussi, il ne faut légiférer que d'une main tremblante. Oui, ça aussi, il l'a dit, effectivement. Il a dit des choses pas stupides. Il a tout dit, en fait. Montesquieu. Ah oui, voilà. Mais, voilà, il faut éviter les lois trop nombreuses. Et il faut aussi éviter la judiciarisation de la société et des comportements sociaux. Voilà. Écoutez, encore ce matin, j'entends Monsieur Christian Estrosi dire: je dépose plainte contre les filles parce qu'ils ont déposé une loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme. Vous imaginez les juges qui reçoivent des plaintes comme ça? Mais de quoi je me mêle, quoi? C'est un débat politique, si vous voulez. Il faut pas vouloir tout transmettre aux juges, des questions qui relèvent du débat. Et voilà, moi, quand on peut éviter le recours au juge, je pense que c'est ce qu'il faut faire.
Et d'ailleurs, la justice est tellement lente que maintenant toutes les mesures d'arbitrage sont tellement développées, un peu à l'anglo-saxonne aussi. On préfère désigner un arbitre et savoir qu'on va avoir une décision dans 3 mois au maximum et non pas attendre 10 ou 20 ans qu'un tribunal se prononce avec les recours, la cour d'appel, etc., etc. Donc on a toutes ces formules dérivatives, je dirais, des circuits plus courts qui font appel à la médiation, à la conciliation, à l'arbitrage. Il y a toutes sortes. Il y a le médiateur de la République aussi, vous le savez. Et oui, il faut encourager tout cela et faire en sorte que c'est pas le problème du nombre de juges. On dit souvent la justice manque de moyens. Évidemment, on aurait plus de moyens, ça irait mieux. On est guère plus de magistrats aujourd'hui que sous Napoléon Ier, vous le savez. Hein, il y a à peu près 8 à 9 000, 10 000 peut-être maintenant magistrats. Ça peut paraître peu, mais c'est pas le nombre de magistrats, c'est surtout que il y a trop de contentieux et on a des procédures qui sont trop complexes. Les policiers s'en plaignent souvent et on manque, je dirais, d'aide à la décision dans la justice. Oui, il manque une aide à la décision. C'est pas le nombre de magistrats, c'est l'organisation. Ça serait quoi l'aide à la décision? C'est ce qu'on appelle, il y a un certain nombre de logiciels qui sont développés. Est-ce que vous imaginez, par exemple, moi j'ai fait la différence tout de suite. Imaginez un député sans assistant parlementaire. Qu'est-ce qu'il fait? Un juge, il n'a pas d'assistant. Un juge devrait avoir... Il a son greffier. Mais le greffier, il est là pour acter... Si. Oui, enfin, vous échangez aussi quand même. Non, c'est pas son rôle. Le greffier, il est là pour authentifier les actes du juge d'instruction. Il n'est pas là ni pour donner son avis, ni pour étudier le dossier. Le juge aurait un assistant qui étudierait le dossier, qui dirait il faut entendre un tel, il faut commettre cette expertise, vous voyez, qui prépare l'aide à la décision. Le juge l'a pas. Moi, quand j'étais procureur, j'avais mon souhait transmis, je remplissais, commandant gendarmerie, j'agrafais, je signais, je mettais au courrier, je faisais la moitié de mes tâches, c'était des tâches purement administratives. Donc c'est toute une question d'organisation. Oui. Autre question. Madame, juste à côté. Bonsoir. Alors, je vais dire d'où je parle. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? J'étais éducatrice spécialisée. Attendez, parce que je pense que le micro marche pas. J'étais éducatrice spécialisée et je suis actuellement assesseure au tribunal pour enfants. Oh là là. Donc, je rebondis sur ce que vous avez dit sur les mineurs. Vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Bien sûr. Oui. Ouais, alors là, vous avez quelqu'un qui est juge assesseur au tribunal pour enfants et qui a écouté ma petite histoire de tout à l'heure et qui me dit je suis d'accord avec ce que vous dites. Cependant, j'étais éducatrice spécialisée. Bien sûr. Et confrontée donc des deux côtés, et j'adore ce que je fais actuellement parce que ça me permet de continuer à avoir une fonction auprès éventuellement de ces jeunes en espérant qu'effectivement, comme vous le disiez, ils arrêtent. Parce que je pense qu'à 13-14 ans, quand on est arrêté, enfin pour certains du moins arrêté d'emblée, ça peut éviter de continuer. Ce qui ne veut pas dire la prison tout de suite. Hein. Attention, ne vous me prenez pas sur ce que j'ai dit. Par contre, oui, en tant qu'éducatrice spécialisée, il y a très peu de moyens autres que la prison. C'est-à-dire que les CEF marchent. Les CEF, les centres éducatifs fermés, il n'y en a même pas un par département. Oui. Il y en a 54 en France, il y a des petites structures d'une dizaine. Où il faut au moins 2 ou 3 personnels par mineur, donc ça coûte très cher. On n'a jamais mis les moyens. Vous avez raison. Dans le livre, les moyens. Donc quand ce que je voulais remettre ici, vous disiez, c'est pas la question des juges eux-mêmes. Parce que je pense que ils sont. Si, il y a quand même beaucoup d'idéologie. Excusez-moi, je maintiens ce que j'ai dit. Dans le livre. Alors moi, les différents juges avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent, il y en a, sont quand même, Il y en a. Après, ils se tiennent à ce que dit. Alors, c'est plus l'ordonnance de 45 puisqu'elle a été modifiée, un petit peu modifiée. Mais non, je pense qu'ils font aussi avec ce qui est dit d'en haut, c'est-à-dire que d'abord, en première intention, vous devez chercher des solutions pour accompagner ces jeunes et non pas pour les sanctionner. Oui, mais quand vous oubliez... Après, ils sont souvent sous contrôle judiciaire, il y a souvent quand même des choses qui les... On est resté sous comme on dit, l'ordonnance 45, sous le primat de l'éducatif. Tout éducatif. On a oublié la sanction. Or, si vous faites que de la prévention, ça ne marche pas.
De même que si vous faites de la sanction, ça n'a aucun sens. Dans le livre, vous parlez de l'expérience qui vous avait intéressé aux États-Unis, mais c'est pas rien quand même. Alors aux États-Unis, du bootcamp à Chicago. Ouais. Racontez ça. Oui, alors là, j'ai été vraiment. Quand même, vous allez voir là, la solution alternative. Ouais, j'avais visité le bootcamp de Chicago. Vous le prononcez beaucoup mieux que moi. Le bootcamp, le camp. Voilà. Alors c'est très impressionnant. Et moi, je reste convaincu que, parce que si vous voulez, je les ai vus, ces jeunes, bon, c'est les États-Unis, hein, c'est des grandes prisons immenses, où les jeunes sont levés tous les matins au drapeau, à 5 heures du matin, ils sont debout, hein, le lit est fait, etc. Parcours du combattant, yes sir, ça marche au pas, une discipline incroyable. Et au bout d'un an, vous avez toutes les familles qui viennent à la cour d'honneur, on remet les diplômes. Et ces mineurs s'engagent dans l'armée ou vont trouver un travail. Vous ne les renvoyez plus dans la justice. Hein. Moi, je crois beaucoup pour les mineurs contre lesquels on a tout essayé. Vous en avez qui sont vraiment absolument inamendables par nos systèmes habituels. Les confier à l'autorité militaire. Mais sauf que les militaires n'en veulent pas. Hein. Non, mais ce sont pas des militaires d'actifs, ce sont des militaires réservistes, ce sont des... Et ceux-là sont plutôt volontaires. Et je vous assure que si vous les confiez à l'autorité militaire qui leur apprend le b.a.-ba de la vie. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous dites bonjour, vous vous levez, vous faites votre lit. Ils ont oublié tout ça parce que personne, là, vous êtes éducatrice spécialisée, il y a des milieux familiaux où c'est vraiment une catastrophe. Donc, et ces jeunes, ils sont irrécupérables si vous ne les prenez pas vraiment en main, quoi. Oui, le bootcamp, ça, c'est assez impressionnant. Il leur crie dans les oreilles, il faut voir comment. Hein. Ça marche droit. Hein. Oui, bien sûr. Mais on ne reviendra pas sur le service militaire. Mais il faut inventer autre chose. Monsieur le maire, une question, non? Ah ben oui, mais allez-y, mais n'hésitez pas. Non, je voulais surtout pas prendre la question de la bouche de quelqu'un. Tout à l'heure, vous avez parlé de qui juge le juge et la légitimité du juge. Nous sommes dans un pays où les juges sont lauréats de concours et puis en plus sont nommés. Est-ce que les autres systèmes, certains dans lesquels les juges peuvent être élus, et dans lesquels il peut y avoir une distinction beaucoup plus nette que chez nous entre le juge et le procureur, est-ce que les autres systèmes permettraient de restaurer une forme de meilleure légitimité, de meilleure compréhension de ce que la société demande? Et donc, qui respecterait en quelque sorte la souveraineté du peuple? Je peux reprendre mon exemple, encore une fois, c'est pas un essai, c'est un témoignage. Je vais reprendre mon exemple personnel. J'ai été procureur de la République à 24 ans. Comme ma collègue qui était juge aux affaires familiales à 24 ans, 25 ans. On connaît rien de la vie à cet âge-là. Pardon. On n'a pas l'expérience de la vie. On sait rédiger une ordonnance, on sait rédiger un réquisitoire, ça c'est très facile à apprendre. C'est de la technique juridique, moyennement intelligent, on l'apprend. Mais ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est l'expérience de la vie. On peut pas vous l'apprendre. C'est la capacité de juger ses concitoyens. C'est une mission terriblement difficile qui fait appel à des qualités qui ne sont pas innées, qu'on apprend par la vie, qui vous apprend tout cela. Donc moi je crois qu'il faudrait qu'on s'inspire. L'élection, j'y crois pas. C'est pas dans notre culture. Déjà, on n'a pas confiance en nos élus. Si en plus il faut élire les juges, alors où va-t-on? C'est pas dans notre culture. Ça se fait aux États-Unis, en Suisse, sur des listes de partis, ils sont élus, etc. Moi, je serais plutôt pour un système un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire des gens d'expérience qui ont 10 ans, 15 ans de commissaire de police, de profession juridique, de chef d'entreprise, de journaliste, des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, des qualités pour pouvoir les nommer. Alors, ça existe chez nous, mais de manière, comment on appelle, c'est le recrutement latéral. C'est-à-dire, on en recrute quelques-uns, mais de manière
à la marge, si vous C'est voulez. Alain Perfit qui avait créé ça, le premier, une sorte de troisième concours. Ouais, le troisième concours. Moi, j'avais Sur dossier. un maître de conférence à Sciences Po en économie, Ouais. qui était très très mauvais comme maître de conférence d'économie, et il est rentré dans la magistrature. Ah bah, c'est peut-être pas une bonne recrue, alors, pour un magistrature. Je pense pas, mais enfin, bon, peu importe, enfin, il a fait sa carrière. Non, mais on, a le oui, droit de régler, on a le droit de régler ses comptes aussi, hein. si vous me disiez, là, on peut rêver, hein, on peut toujours rêver, surtout quand on n'est pas aux manettes. Quelle serait la première mesure que vous prendriez si vous aviez la responsabilité de la chancellerie? Eh ben, je dirais, je supprime l'École nationale de la magistrature. Vous dites, sous les modalités actuelles. Vous Oui. précisez sous les modalités Oui. actuelles. C'est-à-dire que je reviens au système qui existait avant Michel Debré. Avec Michel Debré a créé l'ENA, c'était pas une excellente idée, C'est une idée de Jean Zay. et l'ENM. Oui. C'était une idée de Jean Zay avant-guerre. Ouais. les gars. Mais c'est Michel Debré qui l'a Oui, installé. avec le général de Gaulle, 45, quoi. Donc, voilà, Macron a plus ou moins supprimé l'ENM, l'ENA, il n'a pas osé s'attaquer à l'ENM. Je pense qu'il faudra revenir à ce qui existait avant 1958, un centre d'études judiciaires qui regrouperait toutes les professions juridiques, une espèce de tronc commun. Donc, quand vous sortez de ce tronc commun, ben après, vous devenez commissaire, avocat, magistrat, etc. Vous voyez, ce qui casserait le corporatisme. Vous auriez accepté, vous d'être garde des Sceaux? Ça vous aurait, Oui, comme disent les jeunes, ça Oui. vous auriez kiffé? mais j'ai pas dit mon dernier mot, monsieur. Oui, bien sûr. Ah bah, regardez. On vote pour moi, Vous ce connaissez Guillaume d'Orange, hein. Oui. Dit le taciturne, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Exactement. Mm. Ouais, je vous ai dit, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. C'est vrai, très bien. Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de la justice restaurative, Oh. notamment pour les mineurs. Ouf. Déjà, une première réponse. Hein. Vous voulez expliquer pour tout le monde ce qu'est la justice? La justice restaurative, c'est lorsque vous mettez, vous allez me contredire peut-être ou compléter ce que je vais dire. Vous mettez autour de la table l'agresseur et l'agressé. Vous les laissez dans leur coin pour parler, restaurer leur lien. C'est ça un peu. Pour ceux qui ont vu le film, Caricature un peu. Hein. pour ceux qui ont vu le film de Ken Loach, La part Oui. des anges, Oui. il y a une séquence là-dessus. C'est une petite caricature quand même, Oui, parce j'ai que caricaturé, oui. on met les auteurs et les victimes pas forcément de la même affaire dès lors qu'il s'agit d'un Oui. groupe. Ouais. Et par contre, un auteur et une victime volontaire, Ouais. ça peut se présenter comme ça en solo, j'ai envie de Oui. dire. Voilà. C'est un espace de dialogue. Vous en faites vous-même? Non, je suis greffière. Vous êtes greffière. Mais non, moi j'y crois pas, c'est tout. Je pense pas qu'on doit obliger les victimes à aller rencontrer leur agresseur. Hein. C'est pas, je sais pas. Je pense que dans la société, il faut pas. Vous savez, on a abandonné la vengeance, enfin tout ce qui existait avant que l'État n'existe. L'État commence à exister le jour où on remet à un tiers le pouvoir de juger. On ne se fait plus justice soi-même. On remet à la société ce pouvoir de juger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a une démission de l'État dans ces missions régaliennes qui sont la sécurité et la justice, il y a un vif mécontentement dans le pays. Et il y a des gens qui sont prêts à se faire justice eux-mêmes aujourd'hui. Hein. Vous en avez qui se constituent en voisins vigilants, en milice, en je ne sais quoi. Si ça continue comme ça, ça peut aller loin. Hein. Vous savez, c'est le fameux face-à-face de Gérard Collomb. On est côte à côte. Demain, il faut que la société... Il faut expliquer cette phrase. Vous la reprenez dans le livre. Oui. C'est une phrase de Gérard Collomb au moment où il s'en va. Au moment où À Castaner, il dit ça. quitte ses fonctions, le De moment ministre de de la l'Intérieur. passation de De pouvoir. ministre de l'Intérieur, oui. Oui, et qu'il dit, Gérard Collomb, que j'ai beaucoup combattu en tant que Lyonnais politique, mais pour lequel j'ai toujours eu beaucoup de respect, et d'ailleurs il était toujours très sensible à ces questions de sécurité. Il n'hésitait pas à parler de tolérance zéro, déjà à l'époque, lui. Et en moment de quitter la place Beauvau, il a dit, je constate qu'aujourd'hui nous vivons côte à côte, je crains que demain on soit face à face. Voilà, donc c'est ça qu'il faut éviter. Moi, je pense que la victime, vous savez, madame la victime, elle n'a pas la place qu'elle mérite dans le procès. Vous voulez que je vous fasse un test pour vous prouver? Est-ce que vous êtes capable, vous qui êtes greffière, de me citer le nom
d'une victime de Guy Georges? Est-ce que quelqu'un est capable ici? Vous voyez? Parce que notre société glorifie le criminel. Elle le starise. On en fait des séries sur Netflix, des films. On écrit des livres. Mon ami Alain Boer vient d'écrire un livre sur qu'il a intitulé La beauté du crime, ou un truc comme ça. La beauté. C'était déjà le titre de Vergès à l'époque, La beauté du crime. Le crime fascine. Regardez les émissions. Je regarde moi aussi. Je suis un petit peu accro d'ailleurs à la télé sur la chaîne, je sais plus combien, 25. Les affaires criminelles. On est scotché. On veut voir le crime. On veut voir le criminel. Et la victime, on s'en fout. La victime. On fait une marche blanche et on oublie. Voyez-vous? La victime, elle est sur un strapontin. Elle n'est pas dans un siège. La victime, c'est un parcours du combattant. Je pense notamment aux femmes qui sont victimes de viol, qui beaucoup ne déposent même pas plainte par la peur de ce processus judiciaire qui est véritablement, on voit bien avec l'affaire Pellicot en ce moment, ça bouffe. Vous comprenez? Donc, je crois qu'on demandait à une victime d'aller s'asseoir en face de l'agresseur, mais dans quel but? Mais dans quel but? Vous pensez que vous allez changer l'âme de l'agresseur? Vous pensez que vous allez faire acte de rédemption? C'est à la société à régler le problème, à faire en sorte que l'auteur soit dissuadé de recommencer, et faire en sorte que la victime soit reconnue dans ses droits. Aujourd'hui, malheureusement, les victimes sont pas traitées comme elles le devraient. Moi, il y a une affaire qui m'a profondément heurté, c'est l'accident de Palmade, où on ne reconnaît pas l'homicide involontaire d'un fœtus, sur un fœtus qui allait naître. Je le sais d'autant plus que je l'ai vécu, moi, par expérience. Quand j'étais juge d'instruction, il y avait une erreur médicale qui s'était commise. J'ai instruit cette affaire. C'était deux femmes. L'une, c'était deux Vietnamiennes qui portaient le même nom, Vo Tino. Il paraît que c'est un nom très répandu au Vietnam. Et c'est en été, et le chef du service obstétrique n'est pas là, est en vacances, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Et elles sont assises toutes les deux dans la même salle d'attente au même moment. Et la secrétaire médicale sort un dossier. Alors il y en a une qui vient pour l'examen du 5e mois de grossesse et l'autre qui vient pour se faire enlever un stérilet. Et la secrétaire sort un dossier, elle dit Madame Votino, il y en a une des deux qui se lève. Elle parle pas le français. Le médecin, il parle pas le vietnamien. Il l'a fait allonger sur la table gynécologique et il regarde la radio qu'on lui remet, il y a un magnifique stérilet à enlever. Sans palpation clinique. Bon, c'est une femme, petite corpulence, ça se voit pas qu'elle est mais il fait aucune palpation clinique. Il enfonce la canule de Novak pour retirer le stérilet. Et là, il perce la poche des os et ça aboutit au drame, l'avortement, etc. J'ai été véritablement choqué par cette affaire parce qu'il n'y avait pas d'infraction. Il n'y avait pas d'homicide puisque l'enfant n'était pas né. J'ai trouvé ça quand même incroyable. C'est une grossesse, elle avait 5 mois déjà. J'ai même demandé à voir le corps. On me dit, mais il n'y a pas de corps, l'hôpital. On me dit, c'est un organe, ça n'existe pas. Je dis, très bien. Donc, du coup, j'ai été fait une perquisition. C'est les juges ont des pouvoirs. J'ai été fait une perquisition, j'ai fait ouvrir le coffre, le frigo. On m'a sorti emmailloté dans des langes maculées de sang. On a déployé, j'ai vu un bébé, quoi. J'ai pas vu un corps. Un bébé formé. D'ailleurs, vous le savez, à 5 mois, aujourd'hui, on peut faire vivre des prématurés, Je suis désolé, mais moi, voilà. Donc, à l'époque, j'ai inculpé pour homicide involontaire. Je savais que la jurisprudence de la Cour de cassation ne le voulait pas, mais je l'ai fait quand même. Le tribunal ne m'a pas suivi puisque le tribunal a relaxé en disant il peut pas y avoir d'homicide involontaire. Et la Cour d'appel, à ma grande surprise, a condamné pour homicide involontaire. C'est une première. Et la Cour de cassation est intervenue en 2000, et a cassé cette décision. C'est-à-dire, on peut pas reconnaître. Moi, ça me choque, ça. Vous voyez, cette mère qui a perdu son enfant, elle sera jamais reconnue comme victime de la perte de son enfant, quoi, vous voyez. Enfin, ça, bon, c'est une petite digression que j'ai voulu faire, mais c'est pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, quoi.
Ce qui est tout à fait, excusez-moi, je donne la parole tout de suite. Ce qui est quand même tout à fait étonnant dans votre récit, c'est, il y a 3 juridictions qui interviennent, enfin, à moins que la Cour de cassation, elle a cassé sur la forme, peut-être pas sur le fond, mais il y a 3 juridictions, et il y a 3 avis juridiques différents. Non, c'est quand même relativement difficilement compréhensible pour le commun des mortels ou le profane qui vous entend là. Hein. C'est pour ça que là, à mon avis, le législateur devrait intervenir. Ah donc, c'est-à-dire, et vous aviez dit tout à l'heure, il faut pas que le législateur légifère trop. Mais là, c'est un cas qui est vraiment un cas qui touche à l'essentiel de la vie. Et il faudrait que le législateur intervienne. Mais là, il y a des lobbies et des courants. Oui, parce que ça touche aussi la législation sur l'IVG, bien sûr. Voilà. Madame. Par rapport à l'affaire Palmade, là, ce que vous venez d'expliquer, si c'est légitimé, on remet en cause le droit à l'avortement. Non, parce que... Ben si, parce que si on considère que l'enfant était viable, ça veut dire que il a été tué. Donc l'avortement, la légitimité de l'avortement est remise en cause. Vous pouvez peut-être, je sais pas, j'ai pas assez réfléchi à tout ça, mais vous pouvez peut-être imaginer une incrimination à partir de, je sais pas, 20 semaines d'aménorrhée, par exemple. Au lieu, c'est-à-dire, pendant le temps, c'est combien? C'est 14 semaines maintenant, hein? Oui, 14. C'est 14 semaines. De grossesse, pas d'aménorrhée, je crois que c'est. De grossesse, 14 semaines. 16 semaines d'aménorrhée, oui. Voilà, ça fait 16 semaines. On peut imaginer qu'à partir de là, s'il y a effectivement un accident involontaire, mais pas remettre en cause, évidemment, la période où on peut pratiquer l'avortement. Donc, il faudrait faire une autre loi. Il faudrait faire une autre. Moi, c'est mon avis. Hein. C'est pour ça qu'elle a le faire Palmade, ça s'est arrêté là, quoi. Il pouvait pas faire. Parce qu'il n'y avait pas de loi qui. Non, on va pas faire un procès dont on ne connaît rien. Non, mais si tout le monde en connaît. Oui, mais je veux dire sur le plan juridique. Je pense pas que ça soit. Dernière question, à moins que Monsieur le Maire, si vous voulez, on va arrêter. Alors, Monsieur Fenech est susceptible de dédicacer son ouvrage. Ah oui, gardons un peu de temps pour. Il y a la librairie qui est là. Pour ça, voilà. Elle est là. Voilà. Il y a un verre qui est. Et je laisse Monsieur le Maire conclure. Allez. Oui, alors je vais conclure très rapidement. Merci beaucoup, cher Georges. Merci beaucoup vraiment d'avoir consacré cette soirée à cette rencontre, à ce partage d'expériences, de témoignages, comme vous l'avez dit, mais également de convictions. Il n'y a pas que des témoignages. Il y a effectivement on sent beaucoup de vérité dans ce que vous avez vécu et dans ce que vous souhaitez nous transmettre. Et pourquoi pas, peut-être un jour faire passer dans la société à travers peut-être aussi la suite d'un engagement politique dont j'ai bien compris qu'il n'était peut-être pas terminé. Hein? Donc ça nous donne la possibilité de se dire qu'on se reverra pour d'autres occasions. En tout cas, encore une fois, grand merci à vous d'avoir été présent ce soir. Le livre est désormais disponible pour une séance de dédicace. Et puis pour ceux qui feront dédicacer, mais aussi ceux qui ne feront pas dédicacer, il y a un verre qui vous attend. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.